Bismillahirrahmanirrahim, professeur Toumi, chargé de vous assurer le cours intitulé Douleur de l'appareil locomoteur et sciatique commune. Le plan de notre cours est composé de une introduction, physiopathologie de la douleur, rappel anatomique du rachis lombaire, définition des lombalgies et des lombosciatalgies, les étiologies, examen clinique, examen complémentaire, les signes de gravité de la sciatique, les objectifs du traitement, les moyens thérapeutiques et une conclusion. Les lombalgies et les lombosciatiques sont un des motifs le plus fréquents de consultation médicale. La lombalgie est la première cause d'absentéisme dans le monde. La sciatique radiculaire par hernie discale représente environ 100 000 cas par an en France et motive 37 000 interventions. La sciatique motive près de 30% de l'activité opératoire dans les services de neurochirurgie en France. Aux États-Unis d'Amérique, 5,2 millions d'habitants ont un handicap secondaire à des lombalgies chroniques. Le coût total des lombalgies dans ce pays est estimé à au moins 20 milliards de dollars par an. La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion. On distingue la douleur psychogène, la douleur organique ou dite aussi nociceptive, résultant d'une lésion tissulaire mécanique par exemple, avec excès de stimulation des récepteurs nociceptifs sans atteinte du système nerveux. La douleur neuropathique résultant directement d'une lésion de système somatosensoriel périphérique ou central. Selon la durée d'évolution de la douleur, on distingue deux types. La douleur aiguë dont la durée est inférieure à 3 mois, qui est une sensation protectrice utile. La douleur chronique dont la durée est supérieure ou égale à 3 mois, qui doit être considérée comme une majoration anormale et prolongée de la sensation douloureuse, pouvant être entretenue par de nombreuses influences neurophysiopathologiques, thymiques, émotionnelles, motivationnelles et ou comportementales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la douleur est le 5e critère cardinal après le poids, la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Elle représente 85% des motifs de consultation concernant les pathologies de l'appareil locomoteur. On la trouve dans les arthroses, les entorses, les fractures, les luxations, rhumatisme inflammatoire, les douleurs rachidiennes, les douleurs tendinomusculaires et la fibromyalgie. La douleur est la conséquence d'un déséquilibre entre excitation et inhibition, soit par excès de stimulation, soit par défaut d'inhibition. On trouve deux grands mécanismes, soit la douleur, elle est organique, dite aussi nociceptive, elle est secondaire à une augmentation de la quantité d'information. La douleur est donc par excès de nociception. Pour la douleur neuropathique, elle est secondaire à une lésion nerveuse. Il existe cependant un continuum entre les deux types de douleurs qui partagent des caractéristiques physiopathologiques communes. Les plus fréquentes sont les sciatiques, les douleurs post-chirurgicales, les douleurs organiques centrales. Elles affectent 6,7% de la population. Une agression tissulaire induit la libération des substances halogènes qui vont générer un message nociceptif en agissant au niveau des terminaisons libres des fibres sensitives de petit calibre A et C.
Ces substances agissent en se fixant sur les récepteurs membranaires des nocicepteurs pour générer soit directement sur les canaux ioniques, soit indirectement par cascade transductionnelle des potentiels d'action qui vont être transmis par les fibres nerveuses sensitives, nociceptives A et C. Ces fibres sensitives suivent les troncs nerveux et pénètrent dans le système nerveux central par les racines dorsales, leur corps cellulaire étant situé dans les ganglions spinaux. Au niveau de la jonction radicello-médulaire, les fibres fines entrent dans la substance grise de la corne dorsale et y font synapse avec des neurones nociceptifs spécifiques et des neurones nociceptifs non spécifiques. Ces neurones spineux sont à l'origine du faisceau spinothalamique qui, après avoir croisé la ligne médiane, va cheminer dans le cordon antérolatéral de la moelle spinale pour véhiculer le message nociceptif en direction ascendante vers le tronc cérébral et le thalamus. Les neurones nociceptifs du thalamus latéral se projettent préférentiellement vers la région insulaire postérieure et sur le cortex somesthésique primaire, impliqués dans la discrimination des modalités sensorielles nociceptives ou non nociceptives et leur localisation spatiale. Les neurones du thalamus médian transmettent parallèlement le message nociceptif au système limbique et à l'hypothalamus à l'origine des réactions attentionnelles, émotionnelles et comportementales et des réactions neurovégétatives et endocriniennes liées à la douleur. L'ensemble de ces structures sous-corticales et corticales mis en jeu par le message nociceptif forme ce qui est maintenant appelé la matrice douleur. L'activité des neurones est soumise à des influences excitatrices et inhibitrices. Cette inhibition peut être d'origine périphérique ou centrale. On a deux types de contrôle. Le contrôle est dit segmentaire, c'est le gate control, et un contrôle supra-spinal. Pour le gate control ou le portillon de la douleur, le mécanisme intervenant à hauteur de la moelle épinière, plus précisément dans la corne dorsale de celle-ci. À cet endroit entrent dans la moelle épinière les influx nerveux transitant par les fibres nerveuses C de petit calibre de la douleur et les grosses fibres nerveuses A du toucher. Quand les influx qui empruntent les fibres nerveuses de la douleur dépassent par leur nombre les influx qui sont acheminés dans les fibres du tact, le portillon de la douleur s'ouvre et les influx douloureux sont alors transmis et perçus par le cerveau. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand le portillon est fermé grâce à l'intervention d'un autre type de neurones, les interneurones qui libèrent les enképhalines et les bêta-endorphines qui sont des opiacés naturels. On assiste à la mise en place d'un mécanisme qui inhibe la transmission des influx de la douleur et en même temps de ceux du tact. Ce processus a pour résultat de diminuer la perception de la douleur. On passe maintenant au rappel anatomique du rachis lombaire. On commence par l'ostéologie. Le rachis lombaire est constitué de 5 vertèbres. Chacune est formée d'un corps et d'un arc postérieur circonscrivant le canal rachidien. Les articulations intervertébrales sont constituées par
les disques intervertébraux et les articulations zygapophysaires ou aussi appelées articulations postérieures. Les articulations interapophysaires postérieures sont des petites articulations situées entre les apophyses articulaires, comportent une synoviale et une capsule. Sont très richement innervées par les rameaux issus de la branche postérieure des racines rachidiennes. Elles supportent le 1/5 du poids de corps. Les ligaments. Les corps vertébraux sont entourés en avant par le ligament vertébral commun antérieur et en arrière par le ligament vertébral commun postérieur qui forme la limite antérieure du canal rachidien. Le ligament jaune tendu entre les lames vertébrales forme la limite postérieure du canal rachidien. En arrière, on a les ligaments inter et sus-épineux. Et latéralement, les ligaments intertransversaires et les ligaments ilio-lombaires reliant les apophyses transverses de la 4e et 5e vertèbre lombaire aux crêtes iliaques. Le disque intervertébral, il est interposé entre chaque vertèbre de l'axis au sacrum. Il est constitué de 3 parties. Le nucleus pulposus, formation gélatineuse, ovoïde, située au centre du disque déformable qui se déplace lors du mouvement du rachis. L'annulus fibrosus, anneau fibreux, conjonctif, périphérique, seule la partie postérieure qui est innervée à partir du nerf sinu-vertébral et les plaques cartilagineuses. Les muscles. Les muscles assurent la mobilité et la stabilité active du rachis lombaire. Ils sont divisés en 3 groupes. Les muscles postérieurs, les muscles latéraux et antérieurement, on a les muscles abdominaux. On passe maintenant aux définitions des lombalgies et des lombosciatalgies. La lombalgie se définit comme une douleur lombosacrée, médiane ou latéralisée avec possibilité d'irradiation ne dépassant pas le genou, mais avec une prédominance de la douleur dans la région lombosacrée. On appelle une lombosciatalgie ou sciatique discale les douleurs lombaires associées à des irradiations dans le membre inférieur au-dessous du genou, dont l'origine est un conflit disco-radiculaire siégeant à l'étage L4, L5 ou L5, S1. La sciatique résulte d'une compression des racines nerveuses des nerfs spinaux qui émergent de la moelle épinière. Cette diapositive nous montre les différents stades anatomopathologiques d'une hernie discale responsable de la sciatique, allant d'un simple bombement circonférentiel à gauche à une vraie hernie discale exclue à droite. La sciatique se manifeste par une douleur lombaire en barre, descend vers les fesses, la jambe, jusqu'au pied. La douleur s'accentue lors d'un effort physique, lors de la levée d'une charge par exemple, en position assise, en cas de toux, et la douleur est généralement soulagée en position allongée. Elle est lancinante, mais quand elle s'intensifie, elle est souvent comparée à une sensation de brûlure ou de décharge électrique. Ce sont des caractéristiques d'une douleur de type neuropathique. Elle s'accompagne parfois d'une faiblesse musculaire au niveau des membres inférieurs et des troubles de la sensibilité. Cette diapositive nous montre la topographie d'une douleur lombaire dont l'irradiation ne dépasse pas les 2 genoux. Pour les lombosciatalgies, la douleur de la fesse irradie vers les 2 membres inférieurs selon
la racine nerveuse comprimée par la hernie discale. Dans le territoire de la racine L4 ou la quatrième racine lombaire, la douleur se trouve à la face antérieure de la cuisse et antéromédiale de la jambe. Dans le territoire de la cinquième racine lombaire, la douleur irradie jusqu'au dos de gros orteil en passant par la face externe de la cuisse, sur le côté du genou, sur le côté de la jambe, devant la malléole externe à la cheville et une partie du dos du pied, puis au bord de gros orteils. Dans le territoire de la racine SA, ou la première racine sacrée, la douleur est radiée à la face postérieure de la cuisse, du genou, du mollet et sur le bord externe du pied jusqu'aux petits orteils. Le plus souvent, ce territoire radiculaire n'est pas complet et il n'y a que certains endroits qui font mal. C'est la sciatique tronquée. Par exemple, la douleur reste localisée du côté du mollet ou bien elle n'atteint que la fesse et le dos de gros orteils. Étiologie. Les lombalgies et les lombosciatiques peuvent être classées en deux groupes, communes en mécanique ou non spécifiques. Elles représentent 90% des cas, présentent une composante somatique, multifactorielle, musculaire, ligamentaire, articulaire ou discale. Secondaire ou symptomatique ou spécifique, révélatrice d'affections rachidiennes ou extra-rachidiennes diverses, soit elle est d'origine traumatique, infectieuse, inflammatoire, tumorale ou métabolique. Elles sont rares mais méritent d'être reconnues précocement. Les étiologies des lombosciatiques communes sont dominées par l'hernie discale, appelée aussi hernie molle. Elle est la cause de la sciatique dans 95% des cas, suivie par l'arthrose lombaire, responsable d'hernie dure qui peut provoquer un rétrécissement et compression nerveuse. Pour les lombosciatiques secondaires, les étiologies sont dominées par les fractures vertébrales, les maladies inflammatoires du rachis comme les spondyloarthrites ankylosantes, un traumatisme de la région lombaire, une infection ou une tumeur localisée au niveau du rachis lombaire, primitif ou secondaire. L'examen clinique. L'essentiel de notre démarche initiale face à une lombalgie ou lombosciatalgie consiste à poser le diagnostic de lombalgie ou lombosciatalgie commune en excluant d'une part toute lésion viscérale, traumatique, tumorale, infectieuse, inflammatoire ou métabolique. Le premier temps de l'examen clinique est l'interrogatoire. C'est un temps essentiel de la consultation. Doit répondre à 6 interrogations. Le siège de la douleur, le rythme de la douleur, mécanique ou inflammatoire, l'influence des sollicitations mécaniques rachidiennes sur la douleur, le mode de début des douleurs, brutal ou insidieux, le mode d'évolution des douleurs et les antécédents lombalgiques. Les caractéristiques mécaniques ou inflammatoires de la douleur. D'abord, le réveil nocturne. Il est absent dans la douleur d'origine mécanique, mais parfois on note un réveil nocturne lors des mouvements. Il est présent en deuxième partie de nuit dans la douleur de type inflammatoire avec nécessité de se lever pour prendre des médicaments. Le dérouillage matinal, il est absent ou inférieur à 15 minutes
dans la douleur d'origine mécanique. Il est présent et de longue durée supérieure à 30 minutes dans la douleur de type inflammatoire. L'état général est toujours conservé dans la douleur d'origine mécanique, parfois altéré dans la douleur de type inflammatoire avec présence de fièvre, asthénie et amaigrissement. L'examen clinique. Les 7 ans de l'examen physique sont recherche des troubles de la statique rachidienne, étude de la mobilité du rachis lombaire, recherche des contractures musculaires paravertébrales et des points douloureux. C'est le syndrome rachidien. Étude de la mobilité coxo-fémorale, recherche des signes de souffrance sacro-iliaque, recherche des signes neurologiques déficitaires. C'est le syndrome radiculaire. Et on termine par un examen général. La première étape de l'examen physique, on note le poids et la taille. On cherche une inégalité de longueur des membres inférieurs. On cherche des troubles statiques des membres inférieurs. Pour les pieds, on cherche un varus valgus, un équin talus et un pied plat ou pied creux. Pour les genoux, on cherche un flexum, un recurvatum ou un valgus ou varus. Et pour les hanches et le bassin, on cherche une bascule latérale, antérieure ou postérieure. L'examen du rachis se réalise après équilibration du bassin et compensation d'une inégalité de longueur de membre inférieur si elle existe. Dans le plan sagittal, on cherche une anomalie des courbures physiologiques du rachis. La lordose cervicale, syphose dorsale ou lordose lombaire. Dans le plan frontal, on cherche une bascule scapulaire ou asymétrie du bassin. Dans le plan horizontal, on cherche une gibbosité dorsale ou voussure lombaire. Le deuxième temps de l'examen physique est l'étude de la mobilité du rachis lombaire. Pour la flexion, l'extension, les inclinaisons latérales droite et gauche se fait en position debout, membre inférieur en extension. Pour la mobilité en rotation du rachis lombaire se fait en position assise pour immobiliser le bassin. Le troisième temps de l'examen physique consiste à la recherche d'un syndrome rachidien qui se manifeste par des contractures musculaires paravertébrales et des points douloureux à la palpation, par une pression directe des épineuses de la 5e vertèbre lombaire à la 6e vertèbre dorsale ou thoracique. Pression sur le massif des articulaires postérieurs à un travers de doigt de la ligne des épineuses. Pression des apophyses transverses apprécie l'état de la tension du muscle profond à 2 travers de doigt de la ligne des épineuses. Et on termine par une pression sur le ligament interépineux. Après, on passe à l'étude de la mobilité de l'articulation coxo-fémorale et la recherche des souffrances des articulations sacro-iliaques. Au niveau des articulations sacro-iliaques, on cherche une douleur par le signe de trépied. Le patient a un décubitus ventral sur un plan dur, on exerce une pression ferme par le talon de la paume de la main sur l'extrémité supérieure
du sacrum, où on cherche une douleur par manœuvre d'écartement et de rapprochement des ailes iliaques. Pour l'articulation coxo-fémorale, on cherche une douleur lors de la flexion croisée des deux hanches, le genou poussé vers le sein contralatéral, soit une douleur par le test de Faber en combinant une flexion, abduction et rotation externe de la hanche en posant le talon sur le genou contralatéral. Le cinquième temps de l'examen physique consiste à la recherche des signes de souffrance radiculaire des membres inférieurs ou des troubles sphinctériens ou atteintes de la sensibilité. Le déficit permet de confirmer le territoire atteint. Un déficit de la dorsiflexion de la cheville en faveur d'une atteinte de la racine L4. Un déficit des releveurs de gros orteils et des péronées latéraux, c'est en faveur d'une souffrance de la racine L5. Un déficit de la flexion plantaire de la cheville en faveur d'une souffrance de la racine S1. On cherche une hypoesthésie de topographie en bande dans le territoire de la douleur. Et on termine par étude des réflexes osteotendineux, rotuliens et achilliens et par le réflexe crémastarien. La mise en tension des racines nerveuses par le signe de Lazeg, qui consiste à un déclenchement de la douleur radiculaire en soulevant le membre inférieur maintenu en extension. On mesurera l'angle pour lequel la douleur apparaît. Le signe de Lurie ou Lazeg inversé se réalise sur un patient en décubitus ventral. La flexion du genou à 90 degrés déclenche la douleur à la face antérieure de la cuisse. L'examen général doit être rigoureux. Le bilan fonctionnel évaluera le retentissement de la douleur sur l'activité de la vie quotidienne et sur la vie professionnelle et sociale. La douleur est appréciée par l'échelle visuelle analogique, c'est une évaluation quantitative de la douleur, et par l'échelle D1-4, c'est une évaluation qualitative pour la douleur neuropathique. On passe maintenant aux examens complémentaires. 1. Les examens radiologiques. Il n'y a aucun parallélisme anatomo-radiologique. Dans le lumbago typique, le bilan radiologique n'est justifié que si la douleur persiste au-delà de 2 semaines ou s'aggrave. La lombalgie commune chronique justifie la pratique de radiographie simple. C'est un cliché dorso-lombo-pelvie fémorale dite de De Sèze et un profil dorsolombaire, mais pas une TDM ou une IRM, en absence de signes de souffrance radiculaire. Dans la lombosciatalgie discale, l'IRM et la TDM ne sont justifiées qu'après échec de traitement médical suivi pendant 2 mois ou devant des circonstances cliniques particulières, par exemple apparition des déficits neurologiques. Des examens biologiques simples destinés à s'assurer de l'absence de signes biologiques d'inflammation peuvent être justifiés en moindre doute clinique. Les signes de gravité de la sciatique. Lors de la sciatique,
il existe des signes de gravité à ne pas prendre à la légère. Parmi eux, on note l'apparition d'une fièvre, d'une douleur intense non calmée par les traitements antalgiques habituels. On parle de la sciatique hyperalgique. L'apparition d'une paralysie ou perte de la mobilité des membres inférieurs. C'est une sciatique paralysante avec déficit moteur. Un syndrome de la queue de cheval. Ce dernier se caractérise par des troubles de la sensibilité, du contrôle des sphincters et une perte de la motricité. L'apparition des troubles sphinctériens ou sexuels. Les objectifs du traitement. La prise en charge des lombalgies et des lombosciatalgies est transdisciplinaire. Elle nécessite plusieurs intervenants. Médecins rhumatologues, neurochirurgiens, orthopédistes, rééducateurs et l'équipe paramédicale. Les objectifs de la prise en charge sont d'abord un diagnostic étiologique et positif précoce, obtenir l'indolence à court et à long terme, éviter le passage à la chronicité, préserver l'avenir fonctionnel du rachis et prévenir les récidives. Pour les moyens thérapeutiques, on a les traitements médicamenteux, corticoïdes, anti-inflammatoires, antalgiques et mieux relaxants. Les infiltrations péridurales de dérivés corticoïdes peuvent se trouver justifiées dans certaines poussées, mais on doit éviter leur répétition régulière. Le repos et contention lombaire, les tractions vertébrales, la massokinésithérapie et la chirurgie. Pour conclure, je dirais au cours de ces 20 dernières années, les connaissances sur les mécanismes générateurs de la douleur ont connu d'importantes avancées. Par voie de conséquence, les méthodes à visée antalgique et leurs indications se sont profondément modifiées. Le diagnostic doit être précoce et la prise en charge est transdisciplinaire. L'objectif principal est d'éviter le passage à la chronicité. Merci de votre attention.